Bon, alors que j'étais tranquillement occupé à essayer de survivre dans l'univers futuriste dystopique de Blade Runner 2049, je me suis soudainement souvenu que j'avais une chaîne YouTube et qu'il serait grand temps de faire mon comeback pour donner ce qu'il aurait dû à mes très chers abonnés, faire mon ego trip habituel et surtout me préparer à réaliser la prophétie au cas où je devais m'en sortir vivant. Du coup, aujourd'hui, on va coder un moteur physique pour fabriquer des créatures qui grimpent, puis simuler la sélection naturelle pour voir leur évolution. Si vous aimez ce genre de vidéo, préparez-vous à du lourd, et ça permettra d'apporter la suite tant attendue à la fameuse vidéo des créatures aquatiques. Au programme, de la grosse physique newtonienne pour prouver la street cred de physicien mathématicien dès l'entrée, des montages épileptiques qui vont te cramer toute ta dopamine pour aujourd'hui, de la morphologie et de la biomécanique, et de biomécanique. Un débit de parole insupportable de mec qui prend beaucoup trop de café avant d'enregistrer sa vidéo, un talent de programmation toujours aussi inégalé, un humour toujours aussi maîtrisé et un texte toujours aussi plein d'humilité et de mesure, toujours écrit dans cette même police de merde, et vous avez la recette parfaite pour que je rebatte une fois encore mon propre record de la meilleure vidéo de programmation. Je m'appelle Arthur, et voici la vidéo sur les créatures qui grimpent. J'ai l'impression d'avoir oublié un truc... Ah oui, vous regardez Code BH. Fin de l'introduction! Alors, notre code va être structuré en 3 parties qu'on va construire successivement. D'abord, le moteur physique de base sur lequel tout va s'appuyer, ensuite la conception des créatures, puis enfin la logique de sélection naturelle qui va permettre l'évolution. Donc je vous propose, chers amis, de rentrer sans plus attendre dans la conception du moteur physique. Voici un point. On le stocke dans l'ordinateur comme une paire de coordonnées X et Y. On peut ensuite le faire bouger avec 2 étapes. Premièrement, on décide de sa vitesse, et deuxièmement, on ajoute la vitesse à la position. Ensuite, on répète l'opération pour obtenir du mouvement. Par défaut, si rien n'agit sur le point, la vitesse ne change pas et on obtient du mouvement en ligne droite dans le vide. Puisqu'on fait une simulation de grimpe, on va commencer par ajouter de la gravité. À chaque étape, on va varier un peu la vitesse du point pour qu'elle aille de plus en plus vers le bas. Ensuite, on va rajouter la possibilité de fixer un point, c'est-à-dire mettre sa vitesse à 0 comme pour permettre aux créatures de se tenir au mur. Vous voyez que je mets les fonctions en anglais, ce qui est très important pour avoir l'air d'un programmeur crédible et intelligent. Je suis un surdoué, personne ne m'aime, je suis rejeté. Maintenant, la partie principale, c'est de permettre aux points de se tenir entre eux pour créer des membres. La première idée serait de dire que quand 2 points sont attachés, s'ils s'éloignent trop, on applique une petite force pour les rapprocher et vice versa s'ils sont trop proches. C'est ce qu'on avait utilisé pour les créatures aquatiques. Mais en fait, pour grimper, on va avoir un problème. Appliquer une correction seulement une fois que les points sont déjà éloignés, c'est approximativement juste, mais en pratique ça donne une sorte d'élasticité au lien. Regarde le ralenti, tu vois bien que c'est élastique! Dans l'eau, c'était pas vraiment un problème, déjà parce qu'il y a beaucoup de frottement, mais surtout parce qu'il n'y a pas vraiment de très grosse force pour tirer les points loin l'un de l'autre. Mais si quand tu grimpes, ton bras est élastique et s'allonge quand tu tires dessus, ça va vite devenir chiant. Puisqu'on veut un moteur physique assez précis pour de la grimpe, on va devoir s'astreindre à une réflexion de tarba. Je dirais même un supplément de rigueur intellectuelle de ouf. Une idée assez simple serait de dire qu'au lieu d'attendre que les points se soient éloignés pour ensuite les corriger, on peut directement corriger leur vitesse avant que les points s'éloignent. Par exemple, ici on voit que les points vont s'éloigner même si, pour l'instant, ils sont à la bonne distance, donc on peut déjà appliquer une force pour aligner leur vitesse. Cette idée est suffisante pour 2 points, bon là, tu vois, là, ça marche, mais à partir de 3, on va à nouveau perdre en précision. Par exemple, ici le programme va d'abord s'occuper de ce lien et corriger les vitesses de ces 2 points, puis s'occuper du deuxième lien et corriger ces 2 là. Mais vous voyez qu'en faisant ça, il a refaussé le premier lien. Vous voyez peut-être comment on peut résoudre ça, il suffit de répéter l'opération et de recorriger les liens encore et encore. À chaque fois qu'on refait tous les liens, on réduit beaucoup l'erreur jusqu'à ce que ça soit pratiquement aligné et que l'erreur soit en gros négligeable. Plus formellement, on peut envisager chaque itération de correction des vitesses comme l'application d'une même fonction de Rn dans lui-même. Puisque cette fonction est calypticienne et même contractile dans un certain domaine de validité, on peut garantir que l'application successive doit forcément converger vers la solution physiquement réaliste qui vérifie la constance de la longueur de tous les liens. Oula, excusez-moi, il semblerait que mon esprit brillant ait une fois encore excédé votre capacité de compréhension. Si tu es un surdoué qui chiale tout le temps et que tu es rejeté, c'est que tu es fait pour être rejeté. Donc je disais, on réitère le processus de correction et on arrive à une approximation aussi bonne que l'on veut. Voilà, quelques exemples, ça marche parfaitement. On pourrait être déçu de n'avoir qu'une approximation, mais je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes des gens cultivés et vous savez qu'à partir de 3 points, il n'existe pas de solution exacte en général. Ok, maintenant qu'on a le fonctionnement des liens, puisqu'on veut que les créatures bougent, on va rajouter la possibilité de contracter une articulation. Ça c'est tout simple, comme la dernière fois, on applique une petite force dans ce sens-là ou dans l'autre en respectant la 3ème loi de Newton. Dans cette simulation, les articulations pourront avoir des forces différentes les unes des autres, et elles pourront même être fortes dans un sens et faibles dans l'autre. Pour finir, on va rajouter que certains liens peuvent être plus longs que d'autres. Concrètement, ça change rien au code, mais par réalisme, on va dire que les poids de chaque point dépendent des liens auxquels il est accroché, comme ça, les membres plus longs seront effectivement plus lourds. Et ça y est, avec le mouvement, la gravité, le fixage, les liens, les contractions et la gestion des longueurs, on a terminé notre merveilleux moteur physique, en plus d'avoir pu briller en société avec des démonstrations de sciences exactes et affirmer notre supériorité intellectuelle sur la plèbe. On a terminé la base fondamentale de notre programme, on peut passer à la suite et aborder la conception des créatures.
Souvenez-vous, pour les créatures aquatiques, après avoir terminé le moteur physique, on laissait les créatures trouver leur forme toutes seules par l'évolution. Ça nous amène à une différence assez nette entre les créatures aquatiques et les créatures qui grimpent dans la vraie vie. Parmi les créatures aquatiques de notre chère planète Terre, on observe une grande diversité de formes différentes. On peut supposer qu'il y a beaucoup de stratégies valides pour se déplacer sous l'eau du moment qu'on interagit et qu'on accélère le liquide tout autour. Par contraste, pour ce qui est de la grimpe, on remarque que presque toutes les formes de vie, même indépendamment de leur échelle, ont à peu près la même structure, c'est-à-dire en gros un tronc principal et des pattes. Le fait qu'il existe plus ou moins une seule solution nous montre que grimper est beaucoup plus contraignant que nager, sans doute à cause de la résistance de la gravité et de l'interaction avec la surface de grimpe. On va donc donner dès l'entrée la bonne structure à nos créatures, et ensuite on pourra faire évoluer les comportements de grimpe, mais aussi la force des muscles et la longueur des os pour parler de morphologie et de biomécanique. Donc voilà la forme que les créatures vont avoir. Un tronc principal, des petits segments pour gagner en largeur, et 4 pattes articulées avec à chaque extrémité un point qu'elle pourra fixer ou pas dans le mur de grimpe. Puisque c'est la même forme que beaucoup d'animaux terrestres, on peut par exemple dresser une analogie entre ces segments et les os du corps humain. On a au centre la colonne vertébrale, puis les clavicules, l'humérus et un os qui fait radius cubitus. Et en bas, on a un bassin, un fémur et un tibia péroné. Ensuite, on rajoute des éléments visuels courbés en forme de muscles aux insertions appropriées pour avoir des informations sur la contraction et la force de chaque articulation. Ça nous permettra d'étudier comment évolue chaque muscle individuellement ou alors simplement la masse musculaire totale. On peut à nouveau faire l'analogie avec le corps humain, on a les deltoïdes en haut, en dessous le grand dorsal, ici biceps, triceps, et en bas on a les fléchisseurs de la hanche, les fessiers, les ischios et les quadriceps. Alors évidemment c'est pas une réplique exacte du corps humain, mais c'est une assez bonne approximation, donc me fatiguez pas avec des détails. Bon, voilà la forme générale qu'auront les créatures, mais chacune pourra avoir des dimensions osseuses et musculaires différentes. Maintenant, pour que chaque créature s'anime et bouge par elle-même, on va faire la méthode classique. Chaque créature aura une horloge interne qui tourne à une certaine vitesse, et une liste de positions qu'elle cherche à atteindre dans chaque intervalle de temps. Quand une créature veut atteindre une certaine position, elle calcule toute seule quel muscle contracter pour y arriver. Finalement, la seule vraie différence avec la dernière fois, c'est que maintenant les positions souhaitées incluent aussi un choix sur le fait de tenir ou pas le mur avec une certaine patte. Et voilà tout, au final, chaque créature est entièrement définie par ses dimensions, ses muscles, sa vitesse d'horloge et sa liste de positions qu'elle a en tête. Je vais quand même leur ajouter une petite queue pour qu'elle ressemble un peu moins à un humain et un peu plus à une sorte de lézard pour qu'elle fasse un peu moins peur. Et voilà, là c'est déjà mieux, je trouve que là c'est joli. C'est pas vraiment la peine de plus les améliorer visuellement, c'est juste une petite simulation et en plus je suis pas particulièrement bon en design graphique donc on va s'arrêter là. Oula, c'est quoi cette musique que j'entends? Non mais vraiment j'ai la flemme là, laissez-moi tranquille. Oh, je le sens mal celui-là. Bon, ça y est, en ajoutant le design graphique, on a vraiment fini les créatures et leur environnement. C'est l'heure de passer à la dernière pièce de notre code, l'algorithme de sélection. Voici comment la sélection va fonctionner. On va prendre 1000 créatures générées aléatoirement, on les simule pendant 10 secondes, puis on sélectionne les 500 meilleures et on les reproduit. Puis on répète l'opération pour obtenir de l'évolution. Tu te souviens de l'évolution? C'est le truc pour lequel t'avais cliqué sur la vidéo à la base. La première chose à résoudre, c'est de définir quels sont les critères de sélection pour choisir les 500 meilleures créatures. Le truc évident serait de prendre les 500 qui ont grimpé le plus haut, mais on peut faire un peu mieux. Tous les animaux qu'on voit dans la nature ont généralement des mouvements très élégants et efficients, pas juste les plus rapides possibles. C'est parce que la pression de sélection agit contre ceux qui dépensent trop de calories. D'ailleurs, c'est aussi valable pour la forme, les animaux plus gros ou plus forts ont besoin de plus d'énergie pour survivre, donc ils partent avec un désavantage. On peut reproduire ça dans notre simulation pour avoir des résultats plus réalistes, en donnant une pénalité en fonction de la dépense énergétique et de la masse musculaire. Par exemple, si deux créatures ont grimpé la même distance, c'est celle qui dépense le moins d'énergie et qui a eu besoin du moins de muscles qui va survivre le mieux. Le deuxième truc à préciser, c'est comment fonctionne la reproduction. On va partir sur de la reproduction asexuée dans l'esprit de garder des règles simples par souci légitime d'élégance et de minimalisme. Donc chacune des 500 créatures sélectionnées par nos critères va créer un enfant qui sera une copie d'elle-même avec des mutations. Les mutations seront des petits changements aléatoires de longueur d'os, de taille de muscle, de vitesse d'horloge ou de position que la créature cherche à atteindre. On peut même rajouter que des grosses mutations sont possibles mais rares pour qu'un enfant ressemble beaucoup à son parent en général mais puisse s'éloigner plus de temps en temps. Et c'est tout bon! En résumé, la reproduction sera une copie avec des mutations aléatoires sur les variables données et les critères de sélection seront la vitesse de grimpe avec une pénalité pour l'énergie dépensée et la masse musculaire. Donc voilà, vous verrez pas la créature optimisée purement pour de la vitesse dans cette vidéo, je sais que vous êtes déçus mais c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas content, vous pouvez quitter la vidéo et aller regarder à la place. On devine 27 à Péricube et Carlito a battu McFly, non bien entendu. Oh il pique! Oh, ça pique! Oh il pique! Ah bah c'est pas son mot fumé. C'est tout pour la sélection et on a donc terminé notre code. Bravo! Allez, bravo!
On va donc enfin pouvoir lancer notre merveilleuse simulation, c'est parti. Voici la première créature de la génération 0. Il y a beaucoup de mouvements des bras, mais vous voyez qu'elle n'utilise pas ses mains pour s'accrocher au mur, en fait il n'y a que ses pieds qui tiennent. À la fin des 10 secondes, elle a fait un total de moins 5,7 mètres. Deuxième créature, celle-ci utilise ses mains et garde la tête en haut, et fait une sorte de rappel jusqu'au sol avant de se coucher sur le côté dans le désespoir. Bon, vous aurez compris que puisque toutes les créatures de la génération 0 sont complètement aléatoires et n'ont pas de but précis, elles vont être en majorité très mauvaises. On évalue comme ça les 1000 créatures, et maintenant on peut avoir une vue d'ensemble de la population. On les trie de la meilleure à la pire, et ensuite on va aller regarder la meilleure créature. On remarque qu'elle grimpe pas vraiment, elle se contente de rester sur place et de pas dépenser trop d'énergie. Et c'est à peu près pareil pour la deuxième meilleure créature. Si on regarde maintenant dans les dernières créatures, on voit sans surprise qu'elles sont très douées pour dépenser énormément d'énergie et quand même finir au sol. Tu es un cul-de-sac évolutif, tout simplement. Sur la distribution de grimpage, vous voyez qu'environ 450 créatures sont à peu près couchées par terre à la fin des 10 secondes, et qu'ensuite la population se répartit sur des créatures qui descendent plus ou moins, et une petite partie arrive à rester autour de 0. Maintenant, on élimine la moitié du bas et on reproduit les 500 meilleures créatures, et c'est parti pour la génération suivante. Voici donc la première génération à avoir subi la sélection naturelle. C'est pas super différent, mais on voit que les créatures vraiment nulles ont diminué, et celles qui arrivent au moins à rester en place sont plus nombreuses. On évalue à nouveau tout le monde, puis on les trie. Si on regarde la meilleure créature, on remarque qu'elle bouge toujours pas beaucoup, mais aussi qu'elle a moins de muscles que celle de la génération 0, probablement pour économiser plus d'énergie. Du côté de la distribution, on voit comme prévu que les créatures vraiment nulles ont beaucoup réduit et qu'il y a plus de créatures autour de 0 puisque celles qui restaient accrochées ont survécu et se sont reproduites. Maintenant, on va passer plusieurs générations d'un coup pour voir de la réelle progression. On est maintenant à la génération 10 et la meilleure créature... Qu'est-ce que tu fais mon gars? C'est pas comme ça que je vais faire des vues moi! Bon, essayons de comprendre pourquoi ça stagne. Cette créature a assez peu de muscles et une horloge assez lente. Plus généralement, si on s'intéresse à la valeur moyenne de masse musculaire totale et de vitesse d'horloge de la population générale, on se rend compte qu'elles sont globalement devenues de plus en plus lentes et faibles. Clairement, les créatures se sont optimisées pour l'économie d'énergie plutôt que pour la grimpe. Pour comprendre pourquoi, on peut imaginer une créature moyenne et son génome. Elle pourrait par hasard améliorer son score avec des mutations flemmardes qui permettent d'économiser de l'énergie, par exemple en ralentissant l'horloge, en réduisant les muscles ou en restant accroché. Ces mutations flemmardes sont très simples et donc très nombreuses. Par contre, les mutations qui améliorent son score en la faisant grimper efficacement sans dépenser trop d'énergie sont beaucoup plus complexes et donc plus rares. De manière générale, plus un comportement est simple, plus il est facile et rapide à optimiser, et à l'inverse, plus il est complexe, plus il prend du temps. On avait par exemple le même phénomène avec les créatures aquatiques. Au début, c'était les créatures élémentaires qui avaient un avantage, et ensuite seulement les créatures plus grosses. Bon, c'est la 35e fois que je mentionne cette vidéo, donc si tu l'as pas vue, je t'ordonne d'aller la regarder juste après. 2 générations plus tard, on a enfin une créature qui grimpe un peu. Elle fait un total d'un peu plus d'1 mètre. Ça veut peut-être dire que les créatures flemmardes ont atteint une sorte de plateau et que les seules qui vont pouvoir sortir du lot sont celles qui grimpent pour de vrai. À la génération 23, on a cette créature qui grimpe lentement mais sûrement et passe la barre des 2 mètres en 10 secondes. Si on l'analyse de plus près, on remarque qu'elle a pas mal de bras et de dorsaux, on comprend qu'elle se tracte essentiellement avec le haut du corps. De manière générale, si on regarde la masse musculaire moyenne de la population, on voit que ça a beaucoup augmenté depuis la génération 10. Maintenant que les créatures commencent à vraiment grimper, elles ont à nouveau besoin de plus de muscles. Par contre, du côté de la vitesse d'horloge, on reste sur des rythmes assez lents. Puisque les créatures ne grimpent pas encore assez bien, celles qui essayent d'aller trop vite dépensent peut-être mal leur énergie. Plus les créatures auront des mouvements perfectionnés, plus ce sera intéressant d'accélérer leur horloge. Et nous voilà finalement arrivés à la génération 200. La meilleure créature grimpe maintenant de façon bien coordonnée jusqu'à un impressionnant 36 mètres.
Essayons de comprendre comment les créatures ont évolué et comment elles fonctionnent. La variable qui a le plus guidé l'évolution, c'est la vitesse d'horloge. Bouger plus vite permet évidemment de grimper plus, mais ça dépense aussi plus d'énergie et ça demande de tout réadapter. En regardant le graphe, on voit qu'après le ralentissement du début, ça alterne entre des plateaux et des phases de réduction rapide quand une créature performe mieux en étant plus rapide et que sa descendance remplace la population. Si on compare avec la distance grimpée, on voit directement à quel point la vitesse d'horloge est le principal facteur qui détermine la performance. Bon, là je sais qu'il y en a qui en voyant le graphe vont me dire que c'est pas clair que les créatures avaient fini d'évoluer et qu'il faudrait continuer la simulation plus loin que la génération 200, mais je refuse. Vous avez un patrimoine. Je refuse. Vous ne payez pas d'impôts sur... Je refuse. La deuxième variable importante, c'est la masse musculaire qui fonctionne de manière un peu plus compliquée. Avoir de la force est évidemment obligatoire pour pouvoir grimper, mais plus les créatures s'adaptent et plus elles arrivent à grimper sans avoir trop de muscles non plus. Du coup, sur le graphe, on voit une sorte d'alternance, découverte, perfectionnement. D'abord, les créatures se perfectionnent pour rester à l'arrêt et perdre beaucoup de muscles, ensuite elles se mettent à grimper un peu et le regagnent rapidement, puis elles se perfectionnent et éliminent progressivement le muscle superflu. Quand elles se mettent à grimper vite, elles ont besoin de plus de force et regagnent du muscle, et enfin, elles se perfectionnent une dernière fois et perdent lentement l'excédent. Sur la distribution, on voit qu'à la dernière génération, même si beaucoup grimpent entre 30 et 35 mètres, il reste des créatures sur le sol après toute cette évolution. Par exemple, voici la pire créature de la génération 200. Elle est presque normale, mais elle fixe ses mains moins souvent dans le mur, et cette petite différence suffit à la déséquilibrer. C'est un bon exemple qui montre que grimper est plus difficile que nager, et qu'une petite mutation peut facilement tout faire rater. Maintenant, comment fonctionne la créature finale? On peut faire une analyse de morphologie et de biomécanique. Pour vous parler sur... Si on regarde le haut du corps, il y a clairement deux phases. Phase 1, une activation du deltoïde pour monter le bras. Phase 2, on fixe la main dans le mur et on fait une grosse activation du grand dorsal pour se tirer, et le biceps assiste en faisant une flexion. En termes de force, puisque le deltoïde sert uniquement à lever le bras qui est finalement assez léger, il a grossi qu'à 22% de la force maximale que permet le programme. Par contraste, le grand dorsal et le biceps doivent soulever toute la créature, du coup ils sont à 76 et 57% respectivement. En bas, on retrouve un schéma similaire avec le fléchisseur de la hanche qui sert qu'à lever la jambe et qui est relativement faible, et le fessier qui porte le poids de la créature et qui est plus fort. Et ensuite, les pattes s'alternent en diagonale, sans doute pour avoir toujours au moins une patte fixée par côté pour être plus stable. Le fait qu'on ait abouti aux mêmes tailles de muscles et à la même stratégie de grimpe que dans la vraie vie nous montre que le simulateur était relativement proche des contraintes de la réalité et que les créatures ont probablement évolué vers une solution optimale. Et super vidéo. Est-ce que ce serait pas génial de voir ces créatures évoluer dans des environnements différents et former plusieurs espèces? Et bah justement, j'ai un trailer de la vidéo suivante à vous montrer. Mais d'abord, si vous aimeriez être capable de comprendre comment je fais ce que je fais et de vous aussi coder ce type de projet et que vous êtes déterminé à apprendre, je rouvre des places pour mon merveilleux cours de programmation, comme promis. Je sais que vous l'attendiez et qu'il y en a qui ont même pas regardé la vidéo en entier et qui sont allés se réserver une place directe, je vous connais, bande de petits coquins. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance et merci pour tous vos retours positifs. Donc si vous aimez mon contenu et que vous voulez apprendre à programmer, ça peut vous correspondre. Vous pouvez aller regarder la vidéo de présentation dans la description ou alors aller simplement sur codebh.fr. Merci à ma très chère audience d'attendre toujours mes vidéos, je vous promets que si j'arrive à sortir de l'univers de Blade Runner, j'en ferai plus souvent. Merci d'avoir regardé et malheureusement on n'a plus le temps pour le trailer. Bon allez, mais rapide alors.